Alors, je vous présente aujourd'hui Cœur à corps, trajectoire intime de personnages féminins, l'amour entre rêve, action et transgression. Une conférence performée de Margot Lecollier, qui est le fruit d'un processus de recherche-création dans le cadre d'une maîtrise en théâtre à l'UQAM, à Montréal, entre 2019 et 2020. Ma recherche pratique s'appuie sur l'agentivité de la matière, l'identité féminine, la relation entre l'animé et l'inanimé, et la découverte d'un langage physique organique qui parle directement au sens. Cœur à corps, c'est un partage de processus de création qui a déjà été présenté sous forme de conférence performée en mai 2019. Il vise à dévoiler le comportement ambivalent de personnages féminins dans leur rapport à l'amour. L'amour est ici envisagé comme une énergie qui pousse l'être à se transformer, mais qui l'expose à son propre combat intérieur. Cette thématique est abordée par le mouvement, la relation corps-objet marionnettique et la relation corps-matière organique. Ici, c'est donc de l'argile. Projet hors cadre. Cœur à corps, c'est un projet hors cadre, dans un cadre, celui de l'université. Alors, j'ai écrit ça parce qu'effectivement, ma recherche était assez particulière, le fait de travailler avec des matériaux organiques. Voilà, il y avait besoin de certaines dispositions pour pouvoir travailler et répéter. Mais il faut savoir que l'université de l'UQAM a été très ouverte d'esprit avec mon projet. Ce projet m'a poussée à questionner le rapport à la représentation, puisque j'ai préféré faire une présentation de l'état de la recherche et non un spectacle. Il a donc été écrit pour favoriser le rapport au présent des interprètes. Nous avons cherché un juste milieu entre écrire des partitions fixes et un travail développé par improvisation pour privilégier le langage non verbal, sensitif et organique au sein d'un mouvement qui propulse l'intériorité hors du corps et dialogue avec la matière. Cœur à corps, un processus alchimique. Mon processus de création est une sorte de processus alchimique à partir duquel j'ai extrait, depuis un matériel textuel qui m'a inspiré, Penthesilée et La petite Catherine de L. Brown, qui sont deux pièces de théâtre de l'auteur Heinrich von Kleist, qui est un romantique allemand du début du XIXe siècle, qui a écrit ces pièces en 1810. Certains éléments qui, à mes yeux, étaient essentiels et que je souhaitais explorer, pour en faire au fur et à mesure une complète transformation, une expression personnelle. J'ai exploré dans un premier temps à partir de courts extraits choisis dans chacune des deux œuvres pour chercher les dynamiques particulières de ces deux personnages féminins. L'objectif était de chercher les caractéristiques fondamentales du corps physique et émotionnel de ces deux héroïnes afin de distinguer les différents états de corps à convoquer ensuite pour la création de personnages féminins contemporains. Penthesilée et la petite Catherine, l'Amazone et la mystique de l'amour. Alors voilà, j'ai prévu un petit espace pour pouvoir vous parler de ces deux héroïnes, vous expliquer un petit peu leur histoire à chacune et l'origine de ma démarche avec elles. Alors, Penthesilée, c'est une Amazone guerrière. Donc, dans la pièce de Kleist, Kleist s'amuse à réinventer une Grèce antique, dont il s'inspire bien sûr, mais voilà, qu'il réinvente à sa manière, avec son imaginaire. Et il propose un royaume des Amazones où les femmes, en fait, ont subi à l'origine un viol d'un peuple guerrier homme, et elles se vengent depuis ce viol originel. Et donc, elles perpétuent ce royaume de manière autonome et combattent les guerriers. Elles les combattent et en font en fait leur esclave après les avoir combattus. Ce sont donc des hommes qui deviennent des proies pour elles. Alors ici, cette Penthesilée, elle est en fait nouvelle reine
toute jeune et différemment justement de ses prédécessrices, elle, elle aime Achille en fait. Elle tombe amoureuse d'un guerrier grec dont elle devient passionnément amoureuse et elle ne connaît pas la loi de l'amour. Elle connaît seulement la loi du combat. Elle connaît seulement le fait de devoir oui, séduire les hommes, mais séduire depuis son aspect guerrier. Alors elle en devient absolument triste, folle d'amour, mais ne sait pas comment l'exprimer. Alors la Kleist nous raconte finalement l'histoire d'une guerrière qui ne sait pas comment aimer, qui est si effondrée qu'elle en vient à tuer en fait Achille, l'homme qu'elle aime, jusqu'à le dévorer. Alors c'est ça qui est assez fou dans son histoire, c'est qu'ici Kleist propose vraiment un personnage qui va au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement, puisqu'elle devient folle et le dévore tel un loup enragé, tel une louve plutôt. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de stupéfiant qui met vraiment en scène l'inconscient de cette héroïne, mais qui va jusqu'à un désir complètement destructeur et dévastateur. Alors quand elle se réveille et qu'elle réalise que c'est elle qui a fait ce crime, elle va rejoindre l'homme qu'elle aime dans la mort. Ça, c'était pour Pentésilée. Pour la petite Catherine, c'est une toute autre histoire, mais c'est quand même une jeune femme amoureuse passionnément. Alors là, je l'ai appelée plus une mystique de l'amour parce que la petite Catherine, en fait, est vraiment enveloppée d'une sorte de grâce. Chez elle, on a beaucoup plus de tendresse que chez Pentésilée. Une tendresse, en fait, qui représente plus les mondes divins, les mondes célestes. Et la petite Catherine, elle, va complètement tomber amoureuse du comte Van Straal, qui est aussi une sorte de guerrier, mais dans une époque moyenâgeuse. Là aussi, Kleist se permet de faire des inventions, en fait, d'user de son imaginaire pour imaginer cette époque moyenâgeuse. Et il fait de la petite Catherine une héroïne qui va suivre, contre vents et marées, cet homme qu'elle aime. Le jour où elle le voit, elle tombe des escaliers. C'est vraiment un coup de foudre total pour elle. Elle en perd tellement pied justement que elle est alitée pendant 6 mois. Elle a perdu ses 2 jambes. Elle ne peut plus bouger. Et quand elle se réveille, elle est comme somnambulique et elle va suivre cet homme. Elle va réaliser tout au long de cette quête qu'elle a fait un rêve ou alors elle a vu une sorte d'apparition grâce à un ange. Elle a vu cette apparition de l'âme de cet homme qui lui promettait une union. Et donc toute l'histoire de la petite Catherine va être les retrouvailles de ces 2 amants qui ont finalement fait le même rêve. Alors là, dans cette histoire, les 2 amants se retrouvent dans la vie. Donc on a chez Pentésilée un amour qui se retrouve dans la mort et chez la petite Catherine, un amour qui se retrouve dans la vie. Avec 2 héroïnes qui ont au départ un interdit face à l'amour et qui transgressent cette situation dans un état, toutes les 2 particulier, entre vie et mort, entre folie ou rêve somnambulique. Donc dans des états qui sont des états un petit peu de transe, j'ai envie de dire, en tout cas des états très intéressants pour le théâtre. Alors moi, j'ai été passionnée par ces 2 pièces parce que j'y ai vu là le terreau vraiment sensible pour exprimer des personnages féminins avec du caractère, avec de la force, avec des enjeux, avec des affects puissants à transmettre. Non seulement ça, mais aussi j'y ai vu quelque chose de passionnant. C'est le fait qu'on ait ici 2 archétypes différents, distincts, dans 2 pièces écrites par le même auteur, qui parlent finalement de la femme amoureuse, mais en distinguant comme ça la force destructrice de la force créatrice ou la force animale de la force céleste, on va dire, divine. Et moi, je me suis dit, mais si je m'intéresse là à ces pièces qui parlent de la femme amoureuse, j'aurais envie d'en parler, moi, aujourd'hui, de manière contemporaine, en ayant cette impression que ces 2 archétypes sont au fond en moi,
Et d'ailleurs elles sont peut-être même multiples, toutes les facettes d'une femme amoureuse, mais j'aurais envie de me réapproprier en fait ces deux archétypes au sein d'une même personne, donc au sein d'une même figure, et peut-être que même une troisième figure pourrait accoucher de ces deux héroïnes-là. Donc j'ai comme ça créé un dialogue avec les œuvres de l'auteur et ma propre vie en fait, mes propres réflexions au sujet du désir féminin ou d'être une femme amoureuse aux multiples facettes. Alors j'ai appelé ça reconquérir la représentation d'une subjectivité féminine dans le contexte amoureux. Voilà, reconquérir la représentation de ça, puisque là, à cette époque-là, c'est un homme qui parle de ces femmes amoureuses, et là, moi, j'avais envie d'en témoigner à ma manière depuis ces deux héroïnes, mais voilà, en créant de nouvelles. Alors, ce sont deux héroïnes inspirantes qui m'ont fait réfléchir et avec lesquelles j'ai choisi de me mettre en dialogue. J'ai voulu chercher à rassembler les dynamiques contraires de ces deux personnages, à la recherche d'une troisième figure qui intégrerait ces pôles opposés. Je souhaitais donner à voir des personnages féminins dans l'expression pleine, entière de leur désir sauvage, cruel, fort et doux, ainsi que dénué de tabous. Alors oui, je parle justement de dénué de tabous parce que ce qui a été très intéressant aussi à l'époque quand Kleist a écrit Penthesilée, c'est que évidemment cette pièce a beaucoup dérangé puisqu'il plaçait un crime effroyable au sein même d'une pièce en imaginant le faire jouer sur scène. Alors ça, moi ça aussi, j'ai trouvé ça très provoquant de sa part, puisque ça peut aussi exprimer beaucoup l'aspect dévorateur des femmes, ou en tout cas tout ce qu'on peut raconter là-dessus en psychologie et même dans l'inconscient collectif. C'est vraiment des termes, la femme dévoratrice, voilà, qu'on utilise très souvent. Et moi, je trouvais ça passionnant qu'un homme l'ait exprimé dans une pièce avec un personnage pareil. Plus on s'intéresse à ce personnage, plus on s'aperçoit qu'elle est en fait extrêmement sensible. On se demande même où est la sensibilité et la force entre Penthesilée et la petite Catherine, car finalement, la petite Catherine a peut-être plus de force dans sa soumission et Penthesilée plus de faiblesse ou de fragilité dans sa force. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et le fait aussi que on place ce crime comme ça sur le plateau de théâtre, voilà, c'est révéler des tabous plus inconscients. Alors ça m'a vraiment intriguée et je me suis dit que c'était quelque chose d'intéressant en fait à transmettre et à questionner au jour d'aujourd'hui encore. Alors j'ai fait un petit schéma que j'ai intitulé un geste d'appropriation puisque je me suis approprié les pièces d'Heinrich von Kleist et que j'en ai fait un matériau à moi. Donc j'ai situé au-dessus le matériau texte qui est Heinrich von Kleist, avec la petite Catherine qui a le symbole du moins et Penthesilée le symbole du plus. Alors ça, c'est parce que en m'intéressant, comme je vous l'ai dit dans la diapositive précédente, à ces deux personnages et au fait de vouloir en créer une troisième figure, quand j'ai fait mes recherches et que j'ai beaucoup lu des écrits de Kleist, dont des lettres qu'il a écrites, je me suis aperçue que l'auteur lui-même disait que Penthesilée et la petite Catherine n'étaient en fait que le plus et le moins de l'algèbre et qu'elles ne formaient qu'un seul et même être. Alors j'ai été ravie car mon intuition était confirmée par l'auteur lui-même. Ça m'a encouragée à continuer mes explorations dans ce sens. Pour les explorations, justement, je me suis amusée, donc moi, Margot Lecollier, à partir de Penthesilée, donc du plus, pour faire une exploration du corps avec le matériau argile. Et j'ai écrit donc du plus vers le moins. J'ai fait comme une petite boucle, une petite flèche qui est en spirale, pour dire que finalement, j'ai exploré d'abord avec Penthesilée pour aller chercher la petite Catherine et créer la troisième figure. Et que mon interprète marionnettiste, Lucille Prosper, qui m'a accompagnée dans ce processus, elle a fait le chemin inverse. Elle a fait donc une exploration du corps avec le matériau en fer qui est la sculpture marionnettique,
mais elle est partie de la petite Catherine, donc du moins vers le plus vers Pentésilée. Et elle aussi, à son tour, a créé une troisième figure. Donc j'ai mis au milieu, les deux interprètes cherchent à travers deux processus différents à créer une troisième figure qui est un personnage féminin contemporain traversé par les dynamiques de ces deux personnages, le plus et le moins. Alors il y a le plus et le moins, et finalement il y a toute l'échelle à l'intérieur du plus et du moins, toutes les variations inimaginables qu'on peut avoir en tant que jeune femme amoureuse, qui ont été exprimées dans notre démarche, dans notre processus. C'est-à-dire que c'est toutes les variations les plus subtiles, les plus extrêmes, qui ont été vraiment un sujet pour nous, pour jouer et représenter ça. C'est sur la manière d'extérioriser le sentiment, le désir, la pulsion, que mon regard s'est concentré afin de chercher dans la relation avec des matières brutes, au caractère fragile et éphémère, ce que le corps peut transmettre de viscéral et percutant. Du texte au corps, différentes étapes essentielles. Pour effectuer le passage du rapport au texte initial, vers une dramaturgie sans parole, nous avons d'abord travaillé avec de courts extraits choisis des textes de Kleist. Il y a eu intégration et digestion dans le corps de ces extraits travaillés grâce à des explorations en laboratoire qui proposaient de chercher la relation entre corps en mouvement, texte dit et rapport à la matière. Alors je parle de digestion des textes. Pour moi, ça représente le fait qu'avec le temps et la mémoire physique, les extraits qu'on travaille deviennent un, c'est-à-dire ils font partie de nous, tellement on a travaillé les textes, on les porte en nous. C'est pour ça que j'utilise cette expression. Puis très vite, le texte est devenu nos mots. Alors ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, c'était le fait qu'on ne s'éternise pas avec le texte de Kleist, même si ces textes étaient vraiment magnifiques. J'aurais pu avoir envie de mettre en scène ces textes du coup, mais là mon objectif était vraiment d'aller vers une dramaturgie sans parole, donc avec le corps. Alors c'était important pour moi qu'on ne quitte pas le texte, mais qu'on le fasse nôtre, qu'on se permette de parler de nous et de revenir à nos propres sensations, nos propres questionnements, notre propre vécu de femme amoureuse finalement, et de faire ce parallèle entre ces deux archétypes-là qui étaient importantes pour nous, qui étaient des références, puis ensuite notre propre vécu. Alors les mots sont devenus petit à petit des poèmes. Je nous ai invités, ma partenaire et moi, à écrire des textes personnels qui nous sont venus en explorant, ainsi qu'une langue imaginaire qui est née de la rencontre du mouvement du corps, du souffle et de cette recherche autour de l'animalité. Alors cette langue imaginaire, c'est surtout moi qui l'ai cherchée dans mes explorations avec l'argile. Et voilà, c'est vraiment venu de tout le travail que j'ai fait avec le souffle qui m'a aidé à faire des sortes de sons et donc de trouver une langue, une sorte de langue originelle que je parlais, qui était plus la langue à la fois céleste et animale, qui était une langue riche pour moi pour retrouver un espace de liberté avec le rapport entre le corps et la matière. Alors j'ai écrit en voici des extraits à écouter, poèmes cœur à corps et langue imaginaire. Bien sûr, vous ne pouvez pas cliquer sur cette vidéo-là. Alors, vous allez trouver en dessous de cette présentation des liens vers ces fichiers audio que vous pouvez écouter soit dès à présent, soit après la conférence, c'est comme vous le souhaitez. Cartographie des verbes d'action. Alors, j'ai réalisé une liste de tous les verbes d'action présents dans les deux œuvres qui étaient en lien avec le corps en mouvement de mes deux héroïnes. Et c'est cette cartographie des verbes d'action qui m'a permis de créer une méthodologie de travail précieuse pour passer du texte à une dramaturgie sans parole.
voilà, en ayant cette intuition qu'il fallait que je recense tous les verbes d'action, c'était vraiment pour moi aller chercher dans le texte, aller enquêter pour trouver quels étaient les états de corps de ces deux héroïnes et comment leur corps était en mouvement, comment leur corps était décrit dans le texte. Alors, grâce à ces verbes, on travaille justement le faire, puisque l'action pure du verbe va permettre de se plier à l'intention directe du corps et à rentrer dans le personnage sans aucune analyse psychologique, mais avec une incarnation directe et brute. Alors voici la cartographie des verbes d'action. Alors ce qui a été très intéressant, c'est que quand on a regroupé tous les verbes, on s'est aperçu que certains verbes étaient présents dans les deux pièces, autant pour la petite Catherine que pour Pentésilée. Et aussi qu'il y avait beaucoup de sens finalement à les mettre tous mélangés. Ça nous aidait justement à ne plus séparer ces deux héroïnes, mais à se rendre compte qu'elles ne formaient peut-être qu'un seul mouvement et qu'elles n'étaient pas si distinctes que ça. En tout cas, c'était une manière de les rassembler pour pouvoir nous chercher avec. Ce qui était intéressant aussi dans les verbes, c'était le lien, par exemple, entre enlacer, lacérer. Hein, voilà, c'est toute l'ambivalence qu'on pouvait retrouver. Se déchirer la poitrine, s'exposer comme la rose, être calme comme la mer, ou au contraire planter ses dents. Donc, on sent rien que dans les verbes, on peut voir l'oscillation justement encore entre le plus et le moins, entre les pôles opposés. Alors la manière dont on s'est amusé avec les verbes d'action, par exemple, c'était de pouvoir prendre des verbes un peu au hasard et d'en faire une sorte de phrase chorégraphique. Je ne sais pas, par exemple, se taire, enlacer, lacérer, disparaître, pleurer, par exemple. Alors, je pouvais prendre cette séquence de verbes et chercher avec le corps ces actions-là. Simplement reproduire les actions qu'on s'était choisies. Ça pouvait nous permettre déjà d'écrire des partitions. C'était vraiment une manière de chercher. Mais ce qui a été intéressant dans le processus, c'est que parfois, nous avons même simplement cherché sans les verbes et on s'est aperçu plutôt ensuite que nous étions en train de les faire. Donc là, c'était vraiment intéressant de voir justement la mémoire du corps, la mémoire des textes, la mémoire des héroïnes qui étaient déjà à l'œuvre en nous et qu'on n'avait même pas besoin de références plus rationnelles. Les références étaient déjà acquises intérieurement. Comment une partition peut-elle en créer une autre, textuelle, physique, sonore? Alors, ce qui est intéressant en art vivant, c'est l'emploi du mot partition, puisque le mot partition, on l'emploie souvent en musique, on sait à quoi il fait référence. Dans l'art théâtral, on peut l'employer pour différentes propositions. Ça peut être une partition invisible. La partition invisible, ça va être celle de l'acteur, par exemple, qui a besoin de se remémorer toutes les actions qu'il a à faire avant de jouer. Donc ça, c'est sa propre partition interne, quelque part. Parfois, on va avoir besoin d'écrire une partition pour se rappeler la chorégraphie, par exemple, qu'on a écrite. Et parfois, comme dans mon cas, on va écrire une partition pour écrire des traces du processus de création. Donc, on va choisir une écriture qui est plus sensible, qui est faite pour des corps écoutants, comme je le propose, donc pour des corps qui vont ensuite, non pas reproduire esthétiquement quelque chose depuis l'extérieur, mais vraiment depuis l'intérieur, depuis leur intériorité, donc qui vont avoir besoin de faire sens avec leur intuition et le moment présent. Donc une écriture pour des corps écoutants, sensibles, avec le rapport à l'empreinte, à l'intuition et au monde des sens. L'expérience physique qui est faite de l'action au moment où elle est exécutée par les interprètes devient plus importante que son aspect extérieur. C'est pourquoi c'est une écriture qui est au service de l'expérience de la recherche, à mon sens.
Partition avec la sculpture marionnettique. Le parcours de Lucile. En tant que marionnettiste, Lucile a cherché avec cette sculpture à devenir aussi une interprète conteuse, qui exprime par son corps en mouvement ses émotions, ses affects, l'histoire qu'elle se raconte et qu'elle vit dans cette relation avec cet autre, si étranger et familier à la fois. Elle n'est pas juste une manipulatrice qui gère l'objet par sa dextérité, elle est autant mue par cet objet que lui par elle, qui est métal, froid, vide et plein, absence et présence. Partition sculpture marionnettique. Alors j'ai écrit là quelques petits points qui étaient importants pour cette partition-là. Donc une écriture visuelle par tableau. Voilà, c'était une écriture visuelle avec l'objet marionnettique, puisque le fait de travailler avec une sculpture, eh bien, c'est un travail qui a ses points forts et ses points faibles, entre guillemets. Enfin, ses points faibles, c'est-à-dire c'est peut-être ses petites difficultés. Donc, c'était important pour mon interprète d'avoir des balises dans sa partition, de ne pas juste improviser, mais d'avoir une sorte de structure, des repères qui allaient l'aider dans sa démarche, même si toute son écriture est venue de sa propre expérience. Corps entre abandon et dépense, entre inertie et tonicité. À l'écoute de l'intérieur, du sens prend forme. Donc là, c'est à l'écoute finalement de l'histoire intérieure que Lucile s'est écrite avec elle-même, quelque part. Ben voilà, un sens esthétique a pris forme qui est venu de ses explorations, de son parcours à elle, de son parcours intime. Ce n'est pas moi qui, comme une metteuse en scène avec un regard extérieur, a décidé pour elle, parce que c'était beau, de faire telle ou telle chose. Les tableaux qui sont nés sont vraiment nés de ces explorations à elle, guidés bien sûr par mon regard et accompagnés. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était de regarder comment une esthétique naît, mais qu'elle vient d'abord de l'intériorité de l'interprète, qui est ensuite propulsée et projetée sur la sculpture. Et qu'on a là alors une dynamique relationnelle entre l'objet et l'interprète. Mais finalement, l'objet est mu par les affects, par l'intensité de l'émotion qui est émise par l'interprète. Ce n'est pas une manipulation où la marionnettiste est à distance. Au contraire, elle est vraiment engagée dans la relation. Une dynamique amène de l'émotion sans passer par la psychologie. Alors là, c'est ça, c'était voir que la dynamique du corps amène une émotion, puis crée un impact sur le spectateur, du coup très puissant. Et pour l'interprète aussi, il y a une sorte de raccourci. On n'a pas besoin d'analyser, on a besoin d'agir. Jeu d'ombre et de lumière, une performance en clair-obscur. Voilà, la manière dont on a écrit aussi cette partition a été grâce à la lumière. Donc, l'écriture en tableau est née aussi de cette lumière autoportée qui a proposé une écriture des sens. Grâce à l'apport de cette lumière autoportée sur le corps de l'interprète, donc au niveau de la paume des mains et du buste, cela a permis à l'interprète de faire vivre la sculpture au fur et à mesure comme une découverte, comme une apparition. Donc là, il y avait bien sûr, par exemple, la référence avec la petite Catherine qui a une apparition en rêve du comte von Strahl, qui a une armure d'ailleurs. Donc la marionnette peut faire un peu référence à cette armure, mais cette armure qui est vide, vide comme l'autre qui sera toujours la somme invisible d'un inconnu en devenir, la somme d'affects incommensurables et inexplicables. Donc aussi une représentation de l'autre comme mystère, quelque part par ce vide, par le fait qu'il soit impénétrable. Mais cette sculpture pouvait aussi représenter l'intériorité de Lucile, c'est-à-dire être le miroir d'elle-même. Alors c'est ça qui était intéressant avec le jeu avec la lumière, c'est que là l'interprète fait vivre l'objet par son corps, son jeu et la lumière qu'elle dirige. Alors ça aussi c'était quand même très technique pour Lucile de devoir
diriger la lumière pour éclairer à la fois la marionnette et son propre corps. Donc il y avait tout un jeu aussi sur ce souffle lumineux en quelque sorte qui donne vie, qui anime la matière. Mais voilà, est-ce que c'est l'amour du personnage de Lucille qui illumine la marionnette ou au contraire la marionnette qui diffuse cette lumière vers elle? C'est là où il y avait aussi une relation qui était créée entre les deux grâce à la lumière. Corps à corps, lutte, fantasme. Là, je n'ai pas écrit cœur à corps, j'ai écrit corps à corps parce que dans ces deux photos, maintenant qu'on aperçoit la marionnette en grand, on s'aperçoit donc qu'elle a une taille humaine. Donc, c'est vraiment un corps qui a été créé par la scénographe et conceptrice Véronique Poirier, qui a vraiment pris l'empreinte d'ailleurs de son propre corps. Donc, comme quoi, il y a beaucoup d'empreintes dans ce projet. Donc, c'est un corps à corps aussi entre Lucille et cet objet. Un corps à corps où on ne sait plus s'il y a volonté de fusion ou de destruction, ou si l'une et l'autre d'ailleurs ne se ressemblent pas. Une projection de soi dans l'autre, l'autre comme une armure vide, ou aussi une armure qui représente nos propres barreaux, ceux de notre propre prison intérieure. Se débattre avec ces envies irrépressibles de communion, d'interpénétration. Amour et haine, un espace d'ambivalence. Donc, dans cette partition-là, effectivement, on a recréé quelque part un espace d'amour et de guerre où on ne sait plus finalement quand l'amour commence ou quand la guerre finit, et inversement. Mon souhait était d'exprimer la fragilité intime de personnages féminins dans le rapport qu'elles entretiennent avec des éléments qui se transforment tout au long de l'expérience de la performance, exprimant leur transformation intérieure. L'interprète extériorise ses états à travers la matière, l'animé anime la matière inanimée, comme la matière inanimée exige d'être transformée et réveille le désir du personnage afin de la transformer. Réciprocité dans les élans, est-ce la matière qui appelle la part inanimée du personnage à se transformer ou vice-versa? Entre nos deux processus différents, la matière a joué le rôle de l'autre, le masculin figuré par la sculpture dans la partition de Lucille, puis est devenu plus abstrait encore en devenant argile dans ma partition. Mais la matière a aussi joué le rôle de miroir de la partie intérieure de l'interprète, la partie qui se révèle à elle-même dans cette dense lutte. Alors, ce que je peux aussi exprimer et rajouter, c'est le fait que cette transformation intérieure entre l'interprète et la matière qui se fait en même temps et de manière simultanée, finalement, pour moi, elle était essentielle pour représenter la transformation qui a lieu. Donc, la fin de la performance de Lucille est aussi justement une sorte d'arrachement de cette armure qui finit seulement en bout de ferraille, mais où le corps a été finalement détruit. On ne sait plus quelle forme il a. Et peut-être il y a une sorte de mort et renaissance au sein de cette partition-ci, comme d'ailleurs dans la mienne ensuite. Partition avec l'argile, extrait vidéo d'un travail d'exploration en laboratoire. Alors c'est pareil que tout à l'heure, vous allez donc certainement avoir en dessous de cette présentation un extrait vidéo que vous pourrez aller regarder, soit dès à présent, soit plus tard. Et dans cet extrait vidéo, vous allez avoir une répétition en fait que j'ai faite avec l'argile. Ça va vous montrer un petit peu le travail de recherche, comment cela se passait quand on n'avait pas encore le décor ou qu'on était seulement dans les premières élaborations. Partition argile. Une partition ouverte. Alors, une partition ouverte, ça signifie qu'elle est ouverte à l'inconnu. C'est-à-dire qu'il y a des ouvertures pour l'improvisation. Alors, pour moi, c'était important d'avoir une écriture avec des balises, bien sûr,
déjà présente, où moi je savais déjà la trajectoire globale que j'allais emprunter, mais où je me permettais complètement d'avoir des parties improvisées qui pouvaient surgir en fait du moment présent. Une écriture sensible et organique, avec des points de repère et des espaces improvisés. C'est exactement ce que je viens de dire. Si c'est une écriture organique, c'est bien parce que c'est une écriture qui se fait en rapport avec la sensualité et la sensibilité exacerbée de mon corps et de la relation avec l'argile, qui me répondait de manière très vive. Une performance rituelle. Donc, quand je parle aussi de rituel et d'éphémère, ça revient plusieurs fois dans ma présentation. C'est parce que, par exemple, chacune des présentations que j'ai faites lors de la conférence était unique. Elles avaient bien sûr un vocabulaire similaire, mais elles étaient complètement une à chaque jour, complètement donc différentes. Corps en transe émotionnelle, rapport au présent et au poids de la matière, dialogue organique avec la matière comme partenaire de jeu, hommage à l'éphémère, à l'empreinte, aux traces et à la mémoire du corps. Au fur et à mesure des explorations avec l'argile, une logique est apparue, mais une logique interne, pour écrire une sorte de vocabulaire qui m'était propre. Il est devenu évident que je devais laisser des espaces de pure improvisation dans ma propre partition, car je ne pouvais absolument pas anticiper la réaction de l'argile qui était mon partenaire. Je devais apprendre à écouter sa réponse à mes actions et me détacher de toute tentative de vouloir faire quelque chose de spectaculaire. Simplement être en relation avec soi, la matière vivante, le présent et les spectateurs. Continuer d'être en état de recherche sans cesse. La performance rituelle, un don au présent et éphémère. Donc là, ça exprime justement ce que j'ai exprimé tout à l'heure, le fait que ce soit unique. Un acte symbolique qui s'incarne par l'expérience du corps et de la matière. Un climat émotionnel intense qui plonge les spectateurs dans une expérience sensible et organique. Donc, j'ai beaucoup parlé de sensibilité et d'organicité pour les interprètes. Puis là, c'est aussi exprimer le fait que, grâce au travail avec la matière, en fait, tout ce que les interprètes faisaient avec les matériaux avait un impact direct sur le corps des spectateurs. Donc, c'est là qu'on remarque la puissance, en fait, de ce travail. C'est le fait que ce soit tellement sensitif que les spectateurs sont impactés de manière sensuelle aussi et sensible par ce qui est fait sur le plateau. La projection est très grande et immédiate. Donc ça, c'était passionnant à remarquer dans les retours ensuite des spectateurs, le fait qu'ils pouvaient vraiment ressentir toutes les actions que l'on faisait sur la matière et en être émus et bousculés à la fois. Passer par des états de corps intenses jusqu'à la transe, à titre d'exutoire pour la performeuse ainsi que pour le public, et permettre entre autres de révéler nos interdits dans la symbolisation culturelle. Le lien étroit entre le rituel et le théâtre vient du processus symbolique qui permet à l'artiste d'ouvrir un dépassement de contraintes esthétiques conventionnelles et d'exprimer par l'implication de son corps au cours de la performance d'une fureur poétique qui dégage un espace libératoire. Alors là, je me suis permise de réécrire les idées principales proposées par David Le Breton, qui est sociologue, quand il parle du lien entre rituel et théâtre. Je trouvais ça vraiment important de rappeler ceci, car ça avait un lien encore avec ce que j'ai dit au tout début de la présentation à propos de Kleist, comme quoi il s'était permis d'exprimer dans sa pièce le crime de Penthesilée et de vouloir le faire jouer sur scène, alors que ces pièces n'ont jamais été jouées de son vivant, justement pour cette raison-là, parce qu'il faisait référence à quelque chose de tabou, de honteux, qu'on ne devait pas représenter. Donc il peut révéler justement un interdit dans la symbolisation culturelle.
Et là, pour moi, me réapproprier ça en tant que jeune femme et le faire avec un matériau, allait aussi exprimer donc cet aspect dévorateur, cet aspect furieux et sauvage. Euh, C'était aussi me permettre ça quelque part, de dépasser des contraintes esthétiques conventionnelles et d'exprimer quelque chose qui est effectivement terrible et effroyable, mais qui fait partie de l'inconscient et qu'on a envie de pouvoir délivrer à partir du corps pour délivrer la violence et finalement parler de la violence latente dans les corps euh, et dans les corps féminins. La rose, la rose est présente dans Penthésilée, où il est fait allusion aux roses pour évoquer la célébration sensuelle et érotique des Amazones. Ce symbole s'est imposé de lui-même dans les laboratoires et il a eu un caractère essentiel dans mon expérience du rite, de passage de la femme sauvage archaïque vers la petite Catherine, ouverte au monde céleste et à l'amour. Alors la rose, ça a été donc un symbole qui est venu dans mes recherches, dans mes explorations, plutôt sur le tard, mais qui a eu vraiment une évidence. Ça a été très, très beau pour moi de travailler avec les roses et de sentir leur parfum, leur douceur, leur délicatesse. J'avais l'impression du coup qu'elle faisait le lien entre la part sauvage primaire et celle plus divine que représente la petite Catherine, et qu'elle ouvrait finalement avec son aspect multidimensionnel, elle ouvrait le cœur, c'est-à-dire la relation à l'amour. Euh, Elle réunissait les deux pôles. J'ai eu cette impression quand j'ai travaillé avec l'argile et la rose, qu'il y avait un lien profond, un peu inexplicable et mystérieux. Alors pour terminer, j'ai mis cette citation qui n'a pas complètement rapport avec mon travail, euh, et dont d'ailleurs je ne suis pas complètement en accord, mais parfois je trouve intéressant eh bien de prendre des références et de les questionner. Cette référence-là, elle me, elle me parle à propos de ce qu'elle évoque sur le féminin qui souffre dans nos sociétés, et puis sur la dernière phrase qui parle euh, du fait que le féminin appelle le droit à être. Alors ça, c'est une proposition qui me parle. Je vais vous la lire et je vais en discuter encore un petit peu après. Le féminin dans nos sociétés souffre. Il ne souffre pas seulement derrière ses voiles en Afghanistan, dans son corps rongé par le sida en Afrique ou épuisé par ses performances de superwoman en Occident. Il souffre aussi de se voir enfermé dans l'homme qui ne sait plus comment accéder à son âme, s'en inspirer et s'en nourrir. Il souffre dans l'espace vide de la relation qui se cherche et se perd à travers les séparations et l'incapacité de s'engager. Il souffre dans le ventre des villes peuplées d'un nombre sans cesse croissant de célibataires qui cachent sous une illusoire indépendance leur quête d'amour secrète et désespérée. À travers ces blessures, le féminin appelle le droit à être. Donc c'est une citation du texte Nous sommes toutes des déesses de Sophie d'Oriona. Et comme je le disais, voilà, moi je ne suis peut-être pas complètement en accord avec le fait de mettre sur le même plan ces souffrances des femmes partout dans le monde, puisqu'il y a peut-être une sorte de hiérarchie de la souffrance entre les femmes en Afghanistan, en Afrique, ou les femmes en Occident. Mais par contre, sur le fait de nous réunir en tant que femmes partout sur la planète et d'exprimer le fait que le féminin eh bien, a besoin de résister, ou que chaque femme, en fait, à sa manière, peut, à travers ses blessures, appeler le féminin à avoir son droit à être. Alors ça me parle, parce que j'ai l'impression que pour chaque femme, il y a une manière d'être femme, une manière d'être féminine qui est à recontacter, qui est à découvrir et qui est absolument, à mon sens, à honorer, en fait, et à exprimer. Un féminin qui peut être doux, sauvage, euh, mais qui a besoin d'espace et qui a besoin de se reconquérir au-delà de tous les schémas
de penser au-delà du patriarcat pour pouvoir exister librement et simplement être. Alors du coup, j'ai mis cette citation à côté de mon petit post-it sur l'œuvre organique parce que il y avait un lien à mon sens. C'est justement sur le fait de réaliser une œuvre qui est un processus, donc qui n'est pas un produit fini et qui est organique parce qu'elle elle associe finalement tous les travaux artistiques qui ont eu lieu euh, de manière sensuelle, de manière intuitive. Il y a eu dans le projet aucun choix qui était des choix faits en amont, des choix purement rationnels. C'était toujours des choix qui sont venus par l'intuition ou qui sont nés de l'expérimentation et qui ont permis alors finalement de trouver de nouvelles solutions. Par exemple, pour trouver le son de l'argile ou trouver le son de la marionnette, eh bien c'est parce que dans les explorations, la marionnette faisait un certain bruit ou que je faisais du bruit avec l'argile ou que l'argile avait des résonances, alors que j'ai appelé un artiste pour venir faire la conception sonore et finalement émettre les bruits de nos matières encore plus forts pour accentuer leur caractère viscéral, percutant, sensible. Pareil pour la lumière, le fait que la lumière arrive, voilà, ça a été vraiment organique puisque c'est par le travail avec le corps et la marionnette qu'on s'est aperçu que si on pouvait créer une sorte de souffle lumineux, eh bien la marionnette pourrait grandir grâce à l'ombre et la lumière et projeter d'ailleurs plus encore euh, d'affect et serait vraiment très captivante. Donc cette œuvre organique, justement, elle était pour accepter en tant qu'interprète ou en tant là que jeune chercheuse, de présenter une conférence performée qui était écrite en fragments. Et que grâce à la partition, on pouvait donc être à l'écoute d'un processus de recherche qui était expérimental et on pouvait respecter les différentes étapes par lesquelles on était passé, sans vouloir donc présenter un produit fini. Et c'était pour moi une manière de résister à la pression imposée dans nos sociétés et aussi de mettre en valeur une manière de s'exprimer en dehors des cadres. Alors je terminerai cette conférence enregistrée par dire un grand merci à mes collaborateurs et à mes collaboratrices. Et un grand merci à vous aussi de m'avoir écouté. Je vous dis au revoir.